Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Je vais pas vous mentir, je pensais pas refaire un épisode sur ça C'est vrai. un jour, ni du contenu sur ça un jour ou quoi, parce que je me suis dit, ça y est, c'est bon, genre les gens sont au courant, les gens savent, et du coup on ne va plus entendre autant parler de HPI, d'hypersensibilité telle qu'on en entend parler, Oui. parce qu'on peut en entendre parler, mais c'est pas tant ces termes-là qui sont problématiques, c'est plus ce que Le concept autour voilà, de ça. tout ce qui en a été fait autour. Et en fait, si, il faut qu'on refasse un épisode sur ça parce que il y a trop encore de désinformation. Et même si je trouve que c'est moins pire qu'avant, je trouve que ça bouge quand même pas Ouais, assez complètement. parce qu'il y a encore, comme d'hab, des gens qui font du business autour de toutes ces notions. Et donc aujourd'hui, on va parler HPI, on va parler hypersensibilité, on va parler HPE. On va pas en parler en y mettant notre avis. Comme d'habitude, c'est pas un avis qu'on vous donne. On va juste faire un tour d'horizon sur ce que dit la science à ce sujet-là et sur ce qui est intéressant à prendre en compte. L'objectif toujours, c'est pour vous, pour que vous soyez suffisamment informés et que vous puissiez derrière avoir des prises en charge adaptées. Non, mais complètement. Et puis, comme tu dis, on n'a jamais autant parlé de santé mentale, je pense, que dans notre période, mais on n'en a jamais aussi parlé aussi mal, et il n'y a jamais eu autant de dérives, je pense, autour de tout ça, même si ça a toujours existé. Et je pense que c'est un épisode qui est important, mais en fait, c'est un peu la ligne directrice de ce podcast aussi, c'est de pouvoir vous permettre de juste aiguiser un esprit critique autour de tout ça, parce qu'il y a énormément de personnes qui... Mais en plus, je suis persuadé que c'est des personnes qui eux-mêmes croient à ce qu'ils font, qui malheureusement, en fait, ne sont pas à jour et peuvent mettre en danger, retarder des diagnostics, retarder des prises en charge parce qu'ils ils font des théories pas valides, en fait, tout simplement sur des Oui. concepts. Après, je pense qu'il y en a aussi qui savent très bien ce qu'ils font, je vais oui, pas te mentir, parce que certainement, oui, bien sûr, il y a des charlatans. en fait, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas savoir, tu vois. Enfin, autant il y a encore des choses dans la psycho où, bon, il y a des trucs encore un peu flous, où, tu vois. Je pense que la science a encore des choses à apporter. Je pense que Ah il oui, y a des beaucoup. trucs qu'on dit aujourd'hui qu'on dira plus demain. Je pense qu'il faut continuer d'évoluer, etc. Mais il y a des choses aussi qu'on sait, et notamment sur tout ce qui est HPI, HPE et hypersensibilité. Il y a des choses sur lesquelles on a statué, tu vois. Et Mais tu vois- aujourd'hui, ils utilisent ces termes-là pour vendre quand même des choses très chères. Alors que quand tu discutes avec eux, que tu leur dis, mais en fait, la science, elle dit pas ça. Ah non, 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 mais ils veulent pas savoir, Non, mais tu oui, je vois. suis d'accord. Et je crois que je vais te dire pour une première fois qu'on n'est pas d'accord sur ce podcast. Mais en fait, on est d'accord. Attends. Non, mais parce que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis, genre, on sait. En fait, je pense que ce qui est problématique, c'est que je pense que les personnes ne savent pas, mais pas parce que ils veulent pas chercher ou quoi, mais parce que on laisse la possibilité à n'importe qui de faire du soin psychique. Enfin, quand je te disais on sait, c'est Non, pas, mais moi, c'est je pas savais qu'on forcément allait dans être d'accord, ce, bien sûr. dans Non, ce mais- sens-là, mais ok, mais c'était plus en mode, même des fois quand tu vas parler avec des gens qui font ça, et que oui, tu et le problème, essayes c'est ça. vraiment de débattre et de leur apporter un éclairage un peu différent, tu sens que c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils Ouais, complètement. veulent pas savoir parce que leur business est là-dessus. Enfin bref, là on Mais s'égare non, mais en déjà. vrai, même pour continuer avant d'entrer vraiment dans le sujet, je trouve que toutes ces choses dont on va aborder aujourd'hui dans ce podcast, elles sont importantes parce qu'elles viennent cristalliser des vrais problèmes de société Oui. entre justement il y a plus, alors là, je vais prendre plein de choses, mais entre le fait qu'on laisse à des gens qui font de la santé mentale faire de la santé mentale alors qu'ils ne sont pas formés. Il y a aussi le fait que donc ça soit pas réglementé, que les personnes ne sont pas éduquées à la santé mentale, donc on peut pas faire cet esprit critique entre les choses. Et c'est aussi avouer l'échec peut-être aussi de nos professions, nous qui avons les diplômes pour justement prendre en charge les personnes, qui ont soit pas pu répondre à des difficultés, soit les formations n'étaient pas encore assez rigoureuses et du coup ça n'a pas permis Non, et puis, d'aider. les Et la idées souffrance, reçues ouais. dont on va parler, elles sont galvaudées aussi par des psys. Non, mais c'est ce que je suis en train de Oui, dire, c'est c'est que ça. du coup, on n'a pas.
eu une formation assez robuste et du Oui, coup, oui. des gens qui ont des réelles souffrances parce que tout au long de ce podcast, même si on va essayer de démonter des choses, toutes les personnes qui sont passées par ces diagnostics ont souffert à un moment donné et si les psychologues ou psychiatres qui sont passés par là n'ont pas pu répondre ou donner de l'information, je comprends aussi que du Ah coup, non, on mais va y c'est clair. chercher ailleurs et que ça laisse la porte ouverte aussi à d'autres personnes. De toute façon, c'est pour moi jamais la faute des patients. Hein. Jamais. Enfin, on est bien d'accord. Hein. Donc, si Mais quoi qu'il arrive, vous vous retrouvez là-dedans, vous êtes persuadé de quelque chose et qu'on vient bousculer un peu des certitudes ou des choses qui vous ont fait du bien, voilà, on va essayer de le faire avec le plus d'humanité possible pour vous oui, faire et comprendre puis que vous n'avez rien à faire là-dedans, quoi. c'est hyper porteur. Enfin, vous verrez, c'est hyper porteur d'espoir aussi le message qu'il y a derrière, parce que ça veut dire en fait que du coup il y a plein de solutions et ça c'est cool. Mais du coup, oui, je suis d'accord avec toi. Et au-delà de ça, en fait, il y a encore plein de psychologues aussi, donc qui ont le titre, hein, qui participent à la propagation d'idées reçues sur tout ce Complètement. qui est HPI, hypersensibilité, etc. Bon, bref, donc vous aurez compris, aujourd'hui on va parler HPI, HPE et hypersensibilité. On s'est dit qu'on allait parler des trois parce que c'est les trois les plus, les Très trois connu. étiquettes entre guillemets. Je parlais d'étiquettes, Oui, mais en c'est bien. gros, voilà, les trois étiquettes qu'on voit un peu partout en ce moment. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de tout ça et que dit la science à ce niveau-là, quoi. Mais tiens, si on fait un globalement pour englober les trois avant d'entrer, tu parles d'un truc important en disant c'est des étiquettes. Et je crois que ça m'était pas venu avant qu'on commence à parler de ça, mais déjà la première problématique autour de ça, c'est que c'est des étiquettes. On cherche à essayer de sortir de ça de plus en plus dans la santé mentale, les approches catégorielles où on va essayer de calquer des symptômes, des choses comme ça, c'est ce qu'on sort le plus. C'est d'ailleurs la principale critique que font les personnes qui sortent justement de la santé mentale et de nos professions en disant Oui, justement on c'est va vrai. coller des étiquettes, tout ça, et on revient dans un même système, on va chercher des symptômes précis. Et là où du coup ils cherchent à se rattraper, c'est qu'ils vont aller en général dire oui, mais du coup, même si on colle pas tout, ça peut être quand même ça, tout ça. Donc en fait, on se perd. Mais déjà, des approches catégorielles, donc où on va chercher des symptômes et une liste de symptômes pour en faire un trouble, c'est de plus en plus limité, de plus en plus obsolète déjà dans la santé mentale. Oui, parce qu'on voit que ça a des limites très Ouais. concrètes. Mais du coup, vous allez voir passer sur TikTok 5 signes qui prouvent que tu es Voilà. HPI. Et donc là, ils vont vous sortir des banalités ou des choses avec un gros effet Barnum qui fait que votre chance de vous identifier à ces signes-là sont quand même assez élevées. Donc vous allez avoir, tu as une pensée en Mhm. arborescence, tu as du mal à t'intégrer avec les autres, tu réfléchis beaucoup, tu te sens souvent en décalage, Tu es en et- difficulté, tu as des difficultés, tu te sens pas bien. tu es en difficulté et tu es hypersensible. Voilà, il y a un peu ces Mm. signes-là qui ressortent le plus. Et quand on fait passer, en fait, quand on pose ces questions-là à la majorité des gens ont la sensation de réfléchir beaucoup. Oui, La voilà, c'est ça. majorité des gens peuvent se sentir en décalage dans leur vie avec plein d'autres personnes, Mm. ou se sentir en difficulté, ou même se sentir parfois un peu hypersensible. Et du coup, la majorité des gens vont pouvoir se dire, tiens, est-ce que je serais pas HPI finalement? Et puis il y a tout un truc aussi un peu compliqué autour de ça, c'est que on va tirer en fait aussi des choses positives finalement d'une étiquette comme HPI ou Mm. comme hypersensible, des choses comme ça. Et ça, c'est aussi un peu le courant qui est en train de se prendre avec l'idée que avoir une pathologie mentale ou un trouble neurodéveloppemental ou donc une étiquette comme celle-ci, ça nous octroie des super pouvoirs, des choses Mm. différentes, qu'on va réfléchir différemment des autres. Et je trouve que c'est un raisonnement assez dangereux parce que c'est nier la complexité de ce qui se passe. Et en fait, non, on a des réelles difficultés quand on souffre de quelque chose. Oui, et puis concernant Et les troubles, enfin, autant le HPI c'est un facteur protecteur, on y reviendra, ouais, autant les troubles ouais, neurodéveloppementaux, ouais. vaut mieux ne pas avoir de troubles Voilà, c'est ça. Dans neurodéveloppementaux. Enfin, l'idéal, je veux c'est dire, mieux. c'est plus source de difficultés que vraiment, enfin, C'est il n'y a ça. pas de super pouvoir associé, par exemple, au TDAH ou quoi. Enfin, on s'en sort mieux sans, quoi. Hein. Oui, c'est ça, c'est mieux, en fait, globalement, de pas en avoir. Après, par contre, c'est important de le donner, c'est que un trouble ne nous définit pas et ne va pas forcément déboucher que sur un avenir bouché et pourri et tout ça, loin de là. Et là, on a la preuve au quotidien, au cabinet. Mm, mm. Donc, Commençons sur par le ces 5 signes, HPI. allez, si on y va un peu là-dedans. Le HPI, donc, c'est le haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire que c'est un score à un test psychométrique qui est la La VICE Vice, 5. aujourd'hui, on a la 5 Voilà. pour ouais, la Vice. Donc, c'est WebPsy
donc pour les tout petits, Whisk pour les ados et Vice pour les adultes. Et du coup, à partir de 129, avant c'était 130 et maintenant les dernières mises à jour, Ouais, c'est soit ça, hein. 120, ou je l'ai pas C'est regardé, mais 129, ça il a me baissé semble. un petit peu, ouais. On est considéré comme HPI, c'est-à-dire que c'est une courbe de Gauss. Une courbe de Gauss, hein, vous voyez, c'est les courbes avec, c'est comme une arche, quoi, enfin, une espèce une vague où Ouais. ça monte et ça descend. J'ai pensé à une autre image pour ceux qui voient ce que c'est une courbe de Gauss. Bon, bref. En gros, donc c'est une. Ah, mais vas-y, partage C'est une- l'image, je suis très curieuse parce que là, j'ai vu. Non, mais je veux dire que c'est très phallique comme courbe, voilà, c'est tout. Ah ouais, non, pas du tout. Je trouve que c'est très rond, au contraire. Bon, bref, tout est ramené à leur pénis, hein, finalement, ces hommes-là. Ils peuvent pas s'en empêcher, hein. En gros, donc c'est une distribution normée, donc avec au début donc les 5%, là pour le coup, qui ont les moins bons résultats, un gros pic où il y a la norme, et puis enfin 5% avec du coup des QI qui dépassent la moyenne. Voilà. Donc c'est distribué sur la moyenne de tout ce qu'on fait. Au départ, ce test psychométrique a été utilisé et demandé par l'éducation nationale, et c'était notamment pour trier les élèves, entre guillemets, et pouvoir avoir une prédiction de leurs résultats scolaires. Ça, c'était vraiment le but d'origine du test de QI, c'est-à-dire que c'était plus au niveau scolaire. Et donc, quand on dit que ça mesure le QI, donc le quotient intellectuel, ça ne mesure pour autant pas l'intelligence. Parfait. C'est important parce que l'intelligence est un concept ultra flou. La Vice n'est pas un test d'intelligence, c'est un excellent. Alors ça, par contre, pour le remettre à sa juste valeur, la Vice est un excellent test. C'est un des tests les plus robustes que nous avons, qui est un vrai appui pour donner de l'information sur le profil neuropsychologique d'une personne. Donc il est vraiment important et très bien fait en plus parce qu'il a été énormément testé, retesté, il est fiable, il est super chouette. Vraiment, c'est un super test. Et en plus, maintenant, il est assez facile à coter et à faire passer, donc c'est chouette. Mais voilà, c'est pas un test d'intelligence. Ça mesure notre capacité d'adaptation à la rigueur. Et puis après, plein de choses qu'on pourrait détailler si c'est intéressant. Mais en gros, il va mesurer des capacités de perception, des capacités de compréhension, notre mémoire de travail, donc c'est-à-dire notre capacité à maintenir des informations tout en réalisant une tâche, en gros, parce qu'il y a plein d'autres choses dans la mémoire de travail, et notre vitesse de traitement. Donc voilà, tout ce qu'il fait. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule façon de savoir si on est HPI, donc si on a un haut potentiel intellectuel, et que donc notre QI est un score à un test, c'est de passer ce test. Déjà, oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun test en ligne sur Internet ou quoi qui va vous dire si vous êtes HPI. Aucun autre professionnel qu'un neuropsychologue et certains psychologues n'est en capacité de vous faire passer une Vice. C'est un test compliqué quand même. C'est un test qui est compliqué. Enfin, je veux dire, on se forme à la passation de la Vice. Parce qu'on a des tests faits par des coachs qui vont. Il y a pas de validité. Ça n'a aucune validité. Et donc, du coup, la seule façon de savoir si vous êtes HPI, c'est de passer une Vice. Les personnes qui vont vous faire croire qu'en parlant avec vous, en vous observant et en vous posant 3-4 questions, elles vont savoir si vous êtes HPI ou pas, c'est faux. C'est un mensonge. C'est pas possible en fait. Voilà, on peut pas. C'est comme, je sais pas. Bah non, mais en fait, on peut pas. Non, je cherche un autre exemple. Mais c'est là, encore le boulanger pour ceux qui écoutent les derniers épisodes. C'est pas possible en fait là de trouver ça parce que c'est une passation quand même à minima d'1 heure et pour d'autres jusqu'à 3 heures. Et qui après demande beaucoup de cotations par la suite. Donc non, on peut pas diagnostiquer comme ça des choses et ça évalue des choses hyper pointues par des tests précis. Donc on peut pas genre au pif là comme ça. Vous voyez. Là, je sens qu'il y a un truc là ici. Attendez, ça n'existe pas. Malheureusement et heureusement d'ailleurs. Parce que, oui. Mais de ouf. Qu'est-ce qui se passe quand du coup on a un score supérieur, donc à 129 a priori. On revérifiera, on verra dans le. Peut-être. Bref, en tout cas, il faut dire entre 128 et 130. C'est plus 130 maintenant. Avant, c'était 130. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est HPI. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi être HPI? Si on se base sur ce qu'on sait aujourd'hui, HPI, c'est avoir un score supérieur à la moyenne dans le test de la Vice. Donc, c'est-à-dire, quand même, ça, il faut le dire, c'est avoir un meilleur fonctionnement que la norme, quoi. Donc, vous faites partie des 5% qui ont très bon fonctionnement intellectuel. Ce qui ne veut pas dire que si on est en dessous de 130, on a un mauvais fonctionnement intellectuel. Au contraire. Enfin, rien à voir. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. C'est tout ce qu'on peut dire. Et maintenant, il y a même du coup, quand on dit meilleur fonctionnement, ça veut dire meilleure capacité sur plein de choses. Effectivement, une vitesse de traitement un peu plus élevée, etc. Et donc, il n'y a pas de difficulté
associé au HPI. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Trop intelligent pour être heureux de Anne Sio-Fachin, qui est une psychologue, qui je pense est la gourou du HPI, qui a vraiment divulgué des idées reçues vraiment sans fondement scientifique en fait sur le HPI. Et en fait, trop intelligent pour être heureux, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand on a un HPI, c'est un facteur protecteur. C'est-à-dire que globalement, les études elles ont montré que on s'en sort mieux avec un HPI que quand on n'a pas de HPI. En général, on s'en sort mieux à l'école, on a moins de risques de développer de psychopathologie. Une espérance de vie plus longue. Ouais, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En gros, de manière générale, une personne qui a un HPI est une personne qui vit mieux. Exactement. Qui a plus de chances de vivre mieux. Voilà, c'est un facteur, c'est parce que c'est pas que ça. Oui. Et du coup, par exemple, un truc typique qu'on met en lien avec le HPI, c'est la pensée en arborescence. Ça, c'est un truc qui revient quasiment systématiquement, c'est-à-dire les personnes HPI ont une pensée en arborescence. Il faut savoir que la pensée en arborescence, c'est le fonctionnement normal de la pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gens là, qui ont du HPI qui ont une pensée en arborescence et les autres qui auraient une pensée complètement linéaire, incapables de passer d'un point à l'autre. Ça, c'est pas possible. En fait, la pensée fonctionne comme ça. Qu'il y ait une vitesse de traitement plus rapide dans cette pensée-là, oui, mais il n'y a pas genre une pensée en arborescence qui serait un signe du HPI et une pensée linéaire pour les autres. Donc ça, typiquement, ça fait partie des premières idées reçues qu'on entend. Non, les personnes HPI n'ont pas une pensée en arborescence par rapport... différente, voilà, en fait. Une pensée différente, c'est ça. En fait, c'est ça. On fonctionne de la même façon. Après, il peut y avoir juste une meilleure faculté à passer d'un point à un autre et à trouver plusieurs solutions à un point. Voilà, ils ont vraiment une vitesse de traitement qui peut être supérieure. Mais en tout cas, il n'y a pas de corrélation aujourd'hui entre une pensée différente et le HPI. Et surtout, il n'y a pas de corrélation significative entre des difficultés perçues et le HPI. Donc ça, c'est déjà le point le plus compliqué. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi on fait tout ça autour du HPI ? Pourquoi ça a pris autant d'essor ? Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Déjà, si on détaille un peu les points qui expliquent de pourquoi on en est venu à faire venir cette légende autour du HPI. D'ailleurs, ça me fait penser. On vous le mettra en description, mais il y a un super article qui peut vous donner encore plus d'informations. C'est l'article de monsieur Franck Ramu, psychologue, et qui a titré un article qui s'appelle « La légende noire des surdoués ». Il est en libre accès. Et qui donne plein d'infos. Mais en gros, donc, nous, les psychologues, on rencontre des gens qui ont des difficultés. C'est comme ça, en général, on ne va pas voir un psychologue quand ça va bien. Et donc, on voit des gens qui ont des difficultés. Et un jour, il y a des gens qui ont fait des rapprochements en se disant, tiens, tous les gens que je vois mal, ils ont, si on leur fait passer une vice, ils ont un bon QI. Donc, il y a eu cet amalgame entre, il y a des soucis et c'est à cause du QI. Ce qui est faux, en fait, déjà, d'un point de vue, c'est parce que nous, on a déjà un biais de représentation. Les gens qui viennent nous voir ne sont pas bien. Donc, être HPI n'étant pas un facteur, genre un bouclier contre la vie, et quand on est un HPI, on peut avoir vécu des choses compliquées, on peut avoir des événements de vie complexes, on peut développer une psychopathologie, on peut être né dans une famille dysfonctionnelle, on peut... oui, en fait, ça ne rend pas la santé mentale invincible, ça, le HPI. Donc, comme tout le monde, ces personnes-là peuvent souffrir de psychopathologie. Donc là, si toi, tu nous écoutes, que tu as un diagnostic de HPI et que tu te dis mais putain, moi on m'a toujours dit ça dans ma vie, en fait tu souffres réellement, ta souffrance elle est réelle, tu as vraiment certainement des choses, mais il va falloir aller plus loin que le HPI parce que pire que ça, il n'y a aucune prise en charge pour le HPI. Oui. Ça n'existe pas. Et c'est ça, et c'est d'ailleurs là où tous les business se montent, c'est que c'est une étiquette à vie posée qui est mise sous le couvert. Tu parles de diagnostic, c'est même pas un diagnostic. Non, c'est pas un diagnostic, le HPI, d'ailleurs, du coup, diagnostic, c'est pour les psychopathos. Donc, le HPI n'est pas un diagnostic. Le HPI, c'est un score à un test. Donc, il y a des personnes qui se basent sur ce corps à ce test-là pour justement monter un business. Mais c'est hyper lucratif, t'imagines ? On leur dit, vous pouvez rien y faire. Vous allez passer votre vie comme ça. Et voilà. Mais moi, je vais vous aider tout au long de votre vie, vous allez voir, pour aller mieux. C'est pas possible. Donc, s'il y a des difficultés, il faut aller creuser ailleurs. Le HPI n'explique pas. Au contraire, c'est un facteur protecteur, on peut le savoir. Ça va être des personnes qui vont mieux réussir dans la psychothérapie, qui vont peut-être mieux percuter les choses qui se passent, tout ça. Donc, c'est cool. Par contre, s'il y a des difficultés, il faut qu'on en parle. Il y a peut-être des choses derrière. Oui. Et là, c'est le rôle des psys de faire ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles. Toujours pareil. Il faudrait faire un épisode rien que sur ça pour vous expliquer mieux. Mais qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut s'imaginer si il y a deux enfants HPI dans une classe, il y a un enfant HPI qui réussit bien et qui n'a aucun problème à s'intégrer. Celui-là, en fait, on va juste penser que c'est un bon élève
qui réussit bien, il va continuer de gravir les échelons MDR, les échelons pour qui je suis, Les classes. les classes, voilà, petit à petit. Et puis le deuxième, c'est un élève, par exemple, qui a un HPI, mais qui a aussi, par exemple, un TDAH, qui du coup a des difficultés à rester en place, qui a des décrochages scolaires parce que c'est difficile pour lui de se concentrer, etc. Cet élève-là, on va le repérer parce que du coup, ça va être un élément entre guillemets perturbateur dans la classe ou qu'on va percevoir en fait des difficultés. Cet élève-là, il va passer une vice. On va voir qu'il est HPI. On va lui dire, ben voilà, ton problème, c'est que tu es HPI. En fait, ces deux élèves-là, ils ont tous les deux un HPI. Simplement, il y en a un sur les deux qui a un trouble neurodéveloppemental qui est associé. Complètement. Parce Ça on peut peut être tout aussi un à fait trouble avoir autistique d'ailleurs, ou ou un des trouble choses comme ça. Ça peut autistique, être ou une anxiété sociale, voilà, ou une dépression, ou qu'importe un en fait. environnement dysfonctionnel, ça peut être plein de choses. On peut être HPI et avoir, oui, effectivement, vivre dans un environnement maltraitant et du coup avoir des réelles difficultés. On va coller en fait au HPI des difficultés qui sont en lien avec d'autres psychopathologies. Et là, typiquement, si on s'arrête à ça, eh ben, on va se retrouver avec un enfant qui ne va pas, on va pas aller plus loin avec lui, on va juste C'est dire, ça, ben voilà, malheureusement. il est HPI. En plus de ça, il y a malheureusement, ben, effectivement, c'est parfois plus valorisateur de se dire je suis HPI que j'ai un TDAH ou je suis un trouble autistique, etc. Ça peut être aussi valorisant pour certaines figures parentales de dire ben voilà, c'est parce que mon enfant est HPI. Donc c'est vraiment une étiquette qui peut être en plus repris, etc., etc. Mais du coup, on va se retrouver face à un retard de Eh diagnostic, oui, c'est ça. face à une souffrance qui va pas être prise en charge. Et en plus de ça, on sait que plus tard les psychopathologies sont prises en charge, plus c'est difficile. Et du coup, on va se retrouver face à quelqu'un qui pense que, en fait, il a effectivement aussi un TDAH, quelque chose qui va rester aussi à vie. Mais là, pour le coup, pour le TDAH, il y a des choses qui Oui, existent qu'on voilà, peut on mettre peut en prendre en place, en charge. fait. Et c'est ça, en fait, le risque, et c'est toujours la même chose, c'est que aujourd'hui, ces notions-là, elles sont reprises par des personnes qui sont pas formées en santé mentale et qui, du coup, amènent à des énormes retards de diagnostic. Pour vous donner des exemples, on a beaucoup traité ces sujets-là, donc on a beaucoup eu de patients du coup qui ont eu donc ce pseudo-diagnostic d'HPI et qui sont venus nous voir en disant du coup qu'est-ce que c'est. Et en fait souvent c'est soit de l'anxiété sociale comme tu disais, Mm. donc il y a eu cette difficulté avec les autres. Il y a eu aussi des personnes, encore une fois, qui ont des environnements dysfonctionnels et donc qui ont été soit maltraités, soit avec des parents avec eux-mêmes des difficultés, donc ça n'a pas permis d'être bien. Des retards du coup de diagnostic aussi de troubles neurodéveloppementaux, ça on le Mm. voit souvent, où des personnes vont foncer sur cette étiquette HPI et complètement zapper tout le reste. C'est là aussi où c'est problématique, c'est que si les personnes arrivent avec une souffrance, arriver et leur dire c'est parce que vous êtes HPI, on n'aide pas les gens en souffrance Bah en fait non. en faisant ça. Bah, tu les aides On sur donne une réponse peut-être. du court terme parce que je pense que c'est hyper soulageant en fait quand quelqu'un te dit bah, moi j'ai trouvé ton problème en fait, tu es comme ça, comme ça, comme ça parce que tu es HPI, que tu es plus intelligent que la moyenne, etc. C'est, je pense, assez Ouais. valorisant et sur du court terme, même quand c'est pas des étiquettes de HPI, quand tu comprends ce que tu as Oui, oui, non mais et je comprends, que bien sûr, bien sûr, bien tu sûr. vois, c'est soulageant, ça peut soulager sur du court terme. Mais en soi, du coup, Mais sur du long la terme, ça souffrance, elle fonctionne bouge pas. pas, elle est toujours là. Alors même si effectivement ça peut faire du bien de savoir, la souffrance ne bouge pas et c'est ça qui est problématique en soi. Et derrière, du coup, nous, ce qu'on retrouve par la suite, c'est des personnes qui ont un HPI parce que c'est comme ça, ils ont un bon score à la VICE, mais qui sont guéris de leur psychopathologie et du coup des difficultés qu'ils avaient dans leur vie. Et ça, c'est ça qu'il faut surtout aller. Pourquoi enfin, moi, je parlais pour moi parce que voilà, pourquoi moi ça m'énerve en tout cas, c'est pas pour toutes ces personnes qui pensent qu'elles sont HPI et qu'elles tiennent aussi à Donc cette ça, étiquette-là. Je veux dire, prenez-la je si ça vous comprends, fait du moi, bien, c'est ça. à leur place, je pense que probablement je fonctionnerais de la même manière, tu vois. J'en veux en fait au fait que on laisse ces personnes en souffrance. Parce que pour le coup, les personnes qui ont HPI et qui sont en souffrance, il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement, si on ne va pas creuser plus loin que le HPI, pour moi, c'est C'est- non-assistance à personne en danger, ouais, on tu est vois. d'accord. Genre, Et puis là, pour rebondir à ce que tu disais, par contre, si effectivement vous avez eu ce pseudo-diagnostic, ou si vous pensez l'être, et que ça vous fait du bien, et qu'il n'y a pas de difficulté dans votre vie, alors là, vous prenez tout ce qui vous fait du bien, vous prenez, il n'y a ah aucun souci, on oui, s'en fout. Nous, on s'adresse surtout aux personnes qui ont ce diagnostic, mais qui galèrent encore dans leur vie, ou aux thérapeutes qui répondent ce genre de choses, ou qui cherchent des arguments pour mieux répondre, du coup, une période plus scientifique autour de ces sujets-là. Mais s'il y a des choses qui vous font du bien là-dedans et que ça vous a aidé, cool, prenez. Il y a plein de choses qui aident, qui sur le papier ne sont pas scientifiquement démontrées ou quoi, mais qui font du bien et donc on prend ça individuellement, c'est pas un souci quoi. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les psychologues ont un biais de représentativité. On ne voit que les HPI qui vont mal. Donc, on peut vite faire des corrélations entre les difficultés et le HPI.
Mais il y a aussi plein de gens HPI qui s'ignorent et qui vont très Complètement. bien. Voilà, mais juste, ce sont moins ces gens-là qui vont aller passer des tests parce que ceux qui vont passer des tests, ce sont souvent ceux qui sont en recherche de réponses, qui sont en souffrance, alors que ben, si tu vas bien, globalement, tu vis ta vie et tu te poses pas plus de questions. Donc, il y a un biais de représentativité à la base. C'est des concepts qui ont été repris bah, par des charlatans et des personnes qui sont Mmh. pas formées à la santé Qui travaillent mentale, avec leurs croyances. qui en font un business. Et puis, c'est malheureusement aussi en lien avec une mauvaise formation des psychologues. Enfin voilà, on parlait de Anne Siofachin tout à l'heure. Et je veux dire, elle est psychologue, Ouais, bien sûr. mais elle a monté tout un truc autour de ce concept-là. J'imagine que c'est difficile de revenir en arrière après ça. Mais en Mmh. tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est fondé sur rien. Et vous trouverez ils sont très malins pour vous faire des argumentaires, contre-argumentaires. Vous trouvez des espèces de micmacs pour vous prouver qu'en fait, si. Bon, en fait, non, On vraiment vous pas. donnera des sources. Allez voir ces sources qu'on vous met parce que dedans, il y a encore plus de sources et ça permet d'avoir beaucoup d'infos. D'ailleurs, je parlais d'un truc là, pour la formation des psychologues. Pour des personnes neuropsy qui nous écoutent ou psychologues qui nous écoutent, je vois souvent cette erreur passer dans les bilans. Quand justement, c'est une petite aparté, désolé pour tout le monde, mais quand vous faites des tests donc, du QI, le QI, il est toujours interprétable. Hein. Et justement, posez-vous la question quand il y a des hétérogénéités dans le profil. Donc, ça veut dire que quand il y a des personnes qui ont des scores très hauts à certaines choses et très bas ou juste dans la moyenne sur d'autres moments, ça veut dire quelque chose du profil, il faut aller voir, mais le QI est toujours interprétable. Juste, il faut le questionner au regard du profil neuropsychologique. Voilà, c'est juste pour avoir une petite info. Et d'ailleurs, il y a une autre mesure qu'on peut faire si il y a un profil hétérogène. Il faut aller voir, c'est le QIA, je crois, ou un truc comme ça. Bref, ça, c'était un petit aparté pour ces gens, parce que ça, j'aime bien répondre ces paroles-là. Bref, donc le HPI, c'est un facteur protecteur, c'est un score à la Weiss. Et s'il y a une souffrance, vraiment, allez consulter, ne restez pas avec ça. Et après, par contre, si ça vous convient comme ça, c'est aussi OK. Mais pour toutes les personnes qui se demandent à quoi ça sert de savoir si on est HPI, Mm. bah, globalement, Pas grand-chose. ça sert pas à grand-chose en fait. Ouais, Ça sert à c'est rien ça. en vrai. Et si vous le dites parce que vous aimeriez connaître mieux votre fonctionnement ou comprendre pourquoi de temps en temps vous réagissez de telle manière ou telle manière et que ça vous convient pas, ça je vous encourage à aller voir des psychologues qui vont faire ce travail-là d'analyser avec vous les comportements qui vous conviennent pas et surtout si elle vous a fait souffrance, ne la rattachez jamais à une étiquette ou à un truc spécifique. Il y a des solutions, il y a des choses qui peuvent exister et voilà on y va quoi. C'est ça. Donc en gros, savoir si on est HPI, ça sert à rien. Par contre, le test en lui-même peut être intéressant pour plein d'indications autres que vraiment le score du QI qui... Oui, voilà, on peut être curieux, voilà, hein. le test est très bien pour comprendre ses forces, ses faiblesses, ses difficultés, son profil neuropsychologique. Enfin, c'est vraiment un test super clean et super top. Mais voilà, on garde ça en tête avec tout ce qu'on vous a dit sur le HPI. Et du coup, pour suivre sur les signes aussi du HPI, bah, quand vous faites votre test là sur TikTok, etc., parfois il y a des signes du type vous êtes hypersensible. Alors, l'hypersensibilité, ce n'est pas que relié au HPI. Il y a des gens qui se C'est un ressentent symptôme. juste hypersensibles Ouais. sans qu'il y ait de HPI à côté. Mais en tout cas, c'est un truc qu'on trouve souvent corrélé, moi, je Oui, trouve, c'est vrai, sur les c'est vrai. réseaux. Ouais, Et on les complètement. met souvent ensemble. Et du coup, on va faire un petit point aussi sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un concept qui a été développé par Hélène Aron. Et c'est un concept de base qui, à première vue, quand on ne connaît pas la psychologie, peut être intéressant, qui dirait qu'en gros, tu le définirais peut-être mieux que moi d'ailleurs, mais en gros, on naîtrait avec un tempérament spécifique. Bah, ça, c'est la dérive. Ça, c'est le problème. Mais Ok. de base, l'hypersensibilité, si on s'en tient Ah ouais, je parle de sa définition à elle. En gros, Hélène Aron, oui, elle dit que on peut naître hypersensible et que ça viendrait du tempérament. Donc en fait, tu nais comme ça, tu nais hypersensible. Voilà, tu commences ta vie avec une hypersensibilité. Et cette hypersensibilité-là te rendrait beaucoup plus empathique. Tu ressentirais tes propres émotions de façon très intense, les émotions des autres de façon très intense. Ça peut être aussi mélangé avec de l'hypersensorialité parfois, donc une hypersensibilité au bruit, aux odeurs, au toucher aussi, etc., etc. Et donc, Hélène Aron, elle dit qu'on peut naître comme ça et qu'ensuite, c'est un trait de caractère qu'on ne pourrait pas bouger. Et c'est là où il n'y a pas un consensus scientifique. Alors, il y a un test qu'elle a créé Ouais. qui est plutôt valide, en fait, C'est pour un le test coup. valide parce il y a deux trucs qu'il faut voir dans un test, c'est est-ce qu'il est fiable et est-ce qu'il est valide. Et il y a la sensibilité aussi. Bon, donc, en gros, il est valide parce qu'il diagnostique bien ce qu'elle a théorisé. Théorisé, ouais. Par contre, il est trop sensible.
Donc, c'est-à-dire que dès qu'on va cocher quelque chose, ça va nous faire basculer dans sa définition, elle. Donc, il est, voilà, il est pas Vous voulez confirmer un fiable. peu ces hypothèses, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Ok, c'est pas ouais. hyper, enfin, c'est pas un test top. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'hypersensibilité, elle existe. Il y a des gens Oui. qui se sentent vraiment hypersensibles. Le problème, c'est que comme un peu le HPI, on en a fait une étiquette à part entière et un Mhm. trait de caractère qu'on ne pourrait pas modifier. L'hypersensibilité, c'est un signe clinique de nombreuses psychopathologies. Mm. Quand on est en Ou dépression, de on peut fonctionnement normal d'ailleurs aussi. ou de fonctionnement normal. Mais quand on est, par exemple, en dépression, on peut se sentir hypersensible. Quand on a un trouble de la personnalité, on peut se sentir hypersensible. Quand on souffre d'autisme, on peut se sentir hypersensible. Quand on a une Un TDAH, dysrégulation, par exemple. dans le TDAH aussi, quand on a une dysrégulation émotionnelle, on peut se sentir hypersensible. Donc l'hypersensibilité, c'est pareil pour tous les troubles anxieux, etc. Pour vous donner des exemples, l'exemple que l'on donne souvent, c'est si on a vécu dans un environnement violent, forcément qu'on va être hypersensible aux conflits et choses comme ça. Si on s'est fait croquer par un chien et qu'on en a souffert énormément et qu'on a développé une phobie des chiens, on va être hypersensible à tous les stimuli de chiens. Alors là, Mais- après, t'as les gens qui vont te dire oui, mais moi, c'est tout le temps et c'est sur les émotions. Mais pareil. en même temps, quand t'as de la dysrégulation émotionnelle ou des choses Tu vas comme ça, tu vas vraiment te sentir hypersensible. Mais pour autant, elle existe. C'est un signe clinique d'autres pathologies, donc il faut le prendre en compte. Par contre, là où on n'est pas. La science, en fait, a réfuté cette idée-là, parce que déjà, les études sur le tempérament sont extrêmement compliquées C'est ultra complexe. à mener. Enfin, je veux dire, le tempérament se crée déjà in utero, quoi. Je veux dire, on va faire des études sur des. Enfin, bref, on va pas encore aller dans l'utérus des femmes pour aller faire des. Bref. Donc, les études sur le tempérament C'est sont hyper quand même complexe, très compliquées voilà. à mener. Mais par contre, on ne peut pas prouver aujourd'hui, en tout cas, que les bébés naissent hypersensibles. C'est ça. A priori, c'est une construction en lien avec l'environnement, l'éducation, la génétique aussi, le tempérament aussi il doit jouer dedans, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve qu'un être humain puisse naître. Enfin, il n'y a pas un gène de Ouais, c'est ça. l'hypersensibilité, il n'y a rien, il n'y a aucune trace dans le cerveau qui prouve qu'il y a une hypersensibilité en fait. Et comme tu disais, voilà, les études sur le tempérament sont impossibles à mener parce qu'il y a énormément de choses qui nous influencent notre fonctionnement, notre génétique, notre environnement, la façon dont on va être aidé par les autres, notre attachement va déterminer notre tempérament futur. Qu'est-ce qui peut encore toucher là-dedans? On parle d'empathie, beaucoup d'empathie, mais il faudrait savoir quelle forme d'empathie on parle parce qu'il y a énormément de formes possibles d'empathie qui existent. Voilà, il y a tout un tas de choses qui rendent des concepts. Ils sont sympas ces concepts. Mais non, mais c'est vrai, en vrai, c'est sympa et c'est attrayant. Et même en tant que psy, c'est hyper attrayant parce que c'est plus simple. C'est assez logique dans sa logique à elle, mais en fait, c'est pas ça l'être humain. L'être humain, c'est Mais quelqu'un de complexe. En fait, puis une fois de plus, quoi. Enfin, tu colles une étiquette qui t'offre aucune porte de sortie. Ça, on peut pas réduire une personne à un truc comme ça. Et puis surtout lui dire, bah voilà. T'es comme ça. Ça va être dur. T'es né comme ça, tu finiras comme ça et ta vie va être dure. Et oui, t'es hypersensible, va apprendre à gérer. En fait, t'es là en mode, non, en fait, tu peux pas juste t'arrêter à ça. Ça veut peut-être, il faut creuser en fait. C'est ça. En fait, tu peux pas t'arrêter. Un bon psychologue, si vous arrivez avec ça, avec cette hypersensibilité qui vous gêne, qui vous fait souffrance, il est censé essayer de comprendre et de vous aider ensemble, enfin de le faire ensemble d'ailleurs, vous le faites ensemble parce que vous connaissez mieux que personne et les psychologues connaissent bien la psychologie. Ils vont faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle encore une fois, donc essayer de comprendre comment elle s'active cette hypersensibilité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça engendre dans votre vie, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et en fait on va décortiquer petit à petit pour arriver à des solutions concrètes qu'on va pouvoir mettre. Et ça, il y en a des solutions parce qu'aujourd'hui, on a quand même un panel d'outils thérapeutiques qui commence à devenir très intéressant et on est en capacité de vraiment bien comprendre et analyser ces choses-là. Donc, on peut faire des choses. Ils avaient fait de la neuroimagerie sur des personnes qui n'avaient pas de psychopathologie et des personnes qui avaient un trouble de la personnalité borderline. Ouais. Et donc, avec une hypersensibilité accrue à l'abandon. On sait que, en tout cas, il y a parmi les personnes qui souffrent du trouble de la personnalité borderline, certaines ont vraiment une forte sensibilité à l'abandon. Ils avaient montré en fait des images qui pouvaient être interprétables comme un abandon, etc. On voyait que ça générait en fait la même chose chez les personnes qui n'avaient pas de trouble de la personnalité et chez les personnes qui avaient un trouble de la personnalité. Mais là où ça dysfonctionnait, en fait, c'est
dans la régulation Dans la émotionnelle. réponse, en fait, ouais. C'est-à-dire que les personnes qui n'avaient pas de trouble de la personnalité arrivaient à faire d'autres hypothèses et il y avait le cortex préfrontal qui marchait plutôt bien, qui faisait qu'il y avait une bonne régulation émotionnelle, alors que chez les personnes qui avaient un trouble de la personnalité borderline, en fait, ça prenait effectivement des proportions beaucoup plus intenses en fait pour elles, pas parce que fondamentalement il y a un gène de l'hypersensibilité ou quoi, Mhm. mais parce que dans la régulation émotionnelle, parce que il y a un cortex préfrontal qui est moins fonctionnel dû probablement à des maltraitances. On sait que voilà, Ouais, il peut y avoir, il y a plein de choses de la qui peuvent personnalité, il y a gérer ça. Ouais. des attachements parfois insécures, etc. Et ben la régulation émotionnelle était moins bonne. Et en fait, c'est là où c'est réducteur, c'est que ces personnes-là, par exemple une personne qui a un trouble de la personnalité borderline, elle va se sentir hypersensible. Et on peut noter et admettre qu'il y a une hypersensibilité. Je veux dire, même au niveau des émotions, etc., ça va être très intense, avec une vraie difficulté à redescendre, etc., etc. Pour autant, c'est un signe clinique. C'est pas un trouble, en fait. C'est tout pas, simplement. voilà, en fait, C'est pas un trouble à part entière. de toute façon, dans le DSM, t'as pas une, Une case comme d'hab, hein, t'as pas hypersensibilité. un truc diagnostic hypersensibilité, quoi. Je veux dire, mais pareil, c'est repris en fait par des personnes qui vont monter un business autour de l'hypersensibilité. Et c'est ça qui est dommage parce que du coup, ben, une fois de plus, ça amène à des retards de diagnostic. Surtout que, enfin, je veux dire, il y en a, elles englobent tout dedans. Pareil, hein. Alors l'effet Voilà, en fait, c'est Barnum, ça. on peut tout mettre dedans, hein. De manière générale, pour vous donner quelques repères face à ce genre de choses, pour repérer en fait les arnaques possibles, toutes les choses simplistes qui collent à tout, un peu comme noter comme la révélation du style, ben voilà, enfin on a compris, on sait et voilà ce que c'est, ben ça doit mettre la puce à l'oreille parce que si c'était le cas déjà, ben, il y aurait énormément d'études dessus et de fonctionnement dessus. Encore une fois, on ne peut pas réduire la complexité d'un être humain et de son fonctionnement et de sa vie et tout ça à une seule chose et à un concept simple. Ce n'est pas Oui, possible. de toute façon, inquiétez-vous des personnes qui mettent en échec la médecine Oui, en plus. traditionnelle et les professionnels de la santé mentale. Parce que j'en vois passer des reels, des choses comme ça, même les psychologues ne savent pas que. Enfin, alors oui, comme dans toute profession, il y a des psychologues qui sont moins bien formés et qui savent pas Oui, faire et bien tout sûr. ça. Il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, je crois pas qu'une seule profession soit épargnée par ça, malheureusement. Mais en tout cas, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Quand il y a un espèce de regroupement d'étiquettes où il n'y a pas de solution réelle, parce que ça viendrait du tempérament, que c'est un trait de caractère, tu peux rien y faire. Mais que cette personne-là, quand même, elle a trouvé les solutions. Hein, que personne d'autre n'a trouvé. Mais elle les a trouvées pour t'accompagner dans cette hypersensibilité ou à gérer ton haut potentiel. Ça doit te mettre la puce à l'oreille. Ouais, Parce qu'en complètement. plus de ça, il y a aussi un effet de moi, je vais te montrer comment mettre les pleins potentiels sur ces caractéristiques-là. C'est-à-dire que moi, je vais pas essayer de te changer. C'est ça, hein, l'argumentaire, hein. Moi, je vais pas essayer de te changer. Je vais utiliser ces caractéristiques-là et je vais te montrer que tu vas pouvoir en faire des super pouvoirs. En fait, c'est Ouais, un peu c'est la l'idée. dérive dont on parlait au début, c'est que voilà, si on souffre de quelque chose, on en souffre. Et oui, on peut tirer des choses, on peut se renforcer sur d'autres ou quoi, mais si on souffre de quelque chose, enfin, il vaut mieux essayer de trouver des solutions pour essayer de s'apaiser, quoi. Le risque, c'est des vrais retards de diagnostic et pour le coup, d'avoir une souffrance qui perdure dans le temps, quoi. C'est ça. Alors, il y a aussi tout un mécanisme de trouver des synonymes pour essayer de bifurquer un petit peu. Donc, tout ce qui est, par exemple, les synonymes comme zèbre ou empathe, c'est des synonymes, hein, si vous voulez, mais pareil, ça n'a pas de fondement scientifique derrière et ça va être utilisé par des personnes qui vont vous vendre en fait des choses, des ateliers, souvent très très Ouais. chers. Ou de la psychothérapie, mais malheureusement, en fait, c'est toujours pareil, pourquoi pas, mais il faudrait que les personnes aient un recul suffisant pour bien connaître le fonctionnement humain, pour bien connaître la psychologie, et du coup pouvoir avoir un esprit critique sur toutes ces choses-là. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas, quoi. Tu devrais monter un atelier ou quelque Non, chose. non, justement, c'est ce que je dis, Ok. c'est que c'est des personnes qui n'ont pas ce recul-là et ces connaissances-là aussi pour Ok, bien ok, comprendre oui. ces concepts. Et du coup, pour parler un peu de choses sans fondement, et là, je vais avoir plus de mal à en parler, c'est le concept de HPE, et donc qui est le haut potentiel émotionnel. Alors, pourquoi j'aurais plus de mal? Parce que, en fait, moi, ça fait du coup, tous les deux, on a 5 ans d'études donc, de psychologie, plus 3 ans de DU, et on nous a Plus jamais, des formations. plus de formation, et on nous a jamais parlé de HPE. Au regard de la science, ça n'existe pas. Voilà. Voilà. On n'en a jamais parlé, mais pas parce qu'on a une Générique formation de bidon fin. ou un problématique. Non, je pense qu'on a fait des bonnes formations. Juste, en fait, c'est un concept qui est né dans il n'y a pas si longtemps d'ailleurs.
C'est quoi en gros? En fait, je saurais même pas bien le définir, mais c'est en gros, c'est Ça ressemble un peu à ouais, l'hypersensibilité, ce serait ce serait des personnes intelligence qui, voilà, qui émotionnelle, auraient une bonne capacité de bonne aisance émotionnelle. émotionnelle, mais du coup, il y a des choses qui bug aussi un peu. Enfin Non, bref. mais pareil, il n'y a pas de test Non, en fait, valide. ça a Il n'y a pas de. c'est une piste intéressante à un moment donné. Et puis, ben, la science a fait un truc. Donc, il y a eu quelqu'un qui a eu une idée. On l'a testé. On n'a rien retrouvé. Donc voilà. Je veux dire, Non, mais oui. Mais enfin, pareil. Alors peut-être que dans quelques années, on prouvera que le HPE existe. Peut-être. bon, là, pour le Alors, coup, non. Là, je pense que vraiment, on a tout fait là. On n'a rien trouvé, quoi. bon, voilà. Pour une fois que j'essaye d'être un peu nuancée. Non, Mais ouais. non, mais maybe, tu vois, peut-être qu'on trouvera des trucs comme Mais il y a ça. des trucs qu'on trouvera petit à petit et qui Mais expliqueront là, à mieux l'heure peut-être des choses actuelle, actuelles, effectivement. en fait, c'est juste qu'à l'heure actuelle, attendre de savoir ce que dans 10 ans dira la science pour avancer et mettre des choses en place, bah, c'est long, en fait, 10 ans Mais à oui, c'est ça. souffrir. Donc, pareil, si vous ne souffrez pas dans votre vie et que le concept de HPE vous plaît et que ça vous fait du bien, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Je veux Non, dire, bien sûr, ouais. d'ailleurs, de toute façon, je suis personne pour voir un inconvénient sur qui que ce soit Déjà. dans leur vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est quand ça vient entraver un parcours de soins et que ça vient du coup perdre les personnes qui pourraient trouver de vraies solutions. À l'heure actuelle, le concept de HPE n'existe pas. Il n'y a pas de haut potentiel émotionnel, ça n'a jamais été prouvé. Donc on peut même pas vous dire ce que c'est et tout ça, parce que de toute façon, nous, on n'étudie pas les choses qui n'existent pas. Donc là, à l'heure actuelle, il n'y a pas plus à dire sur le HPE, quoi. Ouais. Et pour vous donner d'ailleurs un peu d'infos sur ça, parce que ça, on va en avoir plein dans des commentaires et tout, la charge de la preuve incombe à ceux qui parlent de quelque chose, qui amènent un concept. Dire on n'a pas prouvé que ça n'existe pas, donc ça existe, sur le plan scientifique, c'est faux. En fait, c'est quand on avance une hypothèse, il faut la tester et après on soumet le truc. La charge de la preuve, elle est à celui qui propose un sujet. Oui, parce qu'on nous demande des preuves comme quoi ça n'existe pas. Ben, en fait, non, parce qu'il y a voilà, montre-moi que c'est. Enfin, il vaut mieux. Enfin, la science, c'est montre que tes hypothèses sont justes ou non. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuve de l'existence d'un HPE. Il n'y a pas non plus de preuve de la non-existence d'un HPE. Et parce que Si, la preuve, décidément sur l'HPE, mais en tout cas, la preuve de l'existence de quelque chose doit être prouvée par ceux qui l'avancent. Et comme aujourd'hui, on n'a pas de preuve de la présence d'un inconscient freudien au sens freudien. L'inconscient existe, mais l'inconscient freudien, aujourd'hui, on ne sait pas trop si ça existe. Oui, mais ça, c'est un bon exemple. Mais une grosse partie des psychothérapies qui sont basées sur ça. Le truc, c'est que scientifiquement parlant, on n'a jamais trouvé cet inconscient. Est-ce que c'est judicieux de baser des protocoles de prise en charge dessus? Je suis pas sûr. Sur quelque chose qui n'existe pas et qui n'a pas été prouvé? Je suis pas sûr. Oh. Donc, en fait, cet argument, c'est un argument de croyance. C'est des arguments qu'on retrouve dans la religion, par exemple, avec l'idée de tu me dis que Dieu n'existe pas, mais tu peux pas me le prouver. Et ok, ça marche, oui, effectivement. Mais dans le registre de la croyance, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Dans le registre de la science, c'est plus problématique. Quand tu soignes des gens, c'est clairement problématique. C'est ça, en fait, surtout ça, les parce qu'après, croyances les sont gens pas peuvent être du tout croyants. un souci. Les croyances sont pas un problème. Nous, on a un problème avec les croyances quand elles viennent interférer dans un processus de prise en charge de pathologie mentale. C'est là où, éthiquement parlant, je pense que c'est très discutable. Mais c'est vraiment, une fois de plus, il n'y a qu'en psycho qu'on se permet ça, quoi. Dans les maladies somatiques, tu verras jamais des gens inventer comme ça des maladies, et puis elles sont pas prouvées, mais ils continuent de dire qu'il y a des maladies, tu vois. Oui. Et de mettre des protocoles en place je sais pas, de traitement de machin pour une maladie qui ne fait pas consensus scientifique. C'est pas parce que c'est dans le cerveau que c'est invisible, que c'est mental, que c'est YOLO, on peut tout se permettre en fait. Non, mais c'est vrai, on peut faire autant de dégâts que sur des maladies physiques. Et, en fait, tu peux gâcher des vies. On peut vraiment gâcher des vies. Il faut être conscient de ça. Le but, c'est pas de faire la science pour se la péter et se dire voilà, moi je fais ça. Non, en fait, c'est pour les gens, c'est pour les patients, c'est pour. Je la pète un peu quand même. Non, mais pas du tout. Non, c'est pas pour ça. On fait pas ça pour ça. On fait ça parce que c'est dangereux en fait d'avancer des choses sur des personnes qui sont en souffrance, qui peuvent avoir des fragilités. On peut pas se permettre de travailler à l'intuition, de faire un peu n'importe quoi et voir un peu ce que ça donne, quoi. Oui, et puis il faut rester, je sais pas. Très humble. Oui, humble face à ça. Il y a peut-être des épisodes qu'on a fait là dans la saison 1
Il y aura sûrement une saison 2. Allez, petit scoop. Petit scoop. Non, ça va. Qui ne seront plus à jour dans on quelques dira. années, tu vois. Bah ouais, parce qu'en fait, ça évolue tout le temps. Et là, c'est là où on serait de très mauvais thérapeutes si on dit, bah non, on vous a dit ça, et en fait, on se tient à ce qu'on a dit, et puis c'est tout. Enfin, L'épisode sur on relaxe pas des personnes qui ont un trouble anxieux, c'est ça. Ben, on le dit dans l'épisode, mais j'ai conduit dans des hôpitaux de jour des groupes de relaxation pour des personnes anxieuses. Voilà. Mais parce qu'on m'a appris ça comme ça. Et c'est pas grave, on évolue, on travaille différemment. Donc pour faire un gros résumé, tout ça, ce n'est pas des diagnostics, ce sont des étiquettes. Oui. Le HPI est un facteur protecteur et représente un score de QI à un test donné, uniquement fait par des professionnels qui y sont formés. On ne peut pas s'auto-étiqueter HPI et personne ne peut le faire. Il n'y a que la VICE qui peut vous permettre de savoir si vous êtes HPI. Le HPI en soi est une donnée, mais qui ne sert pas à grand-chose sauf si vous êtes curieux. Par contre, le test peut vous donner des indications sur votre fonctionnement. Si vous avez un HPI, que vous êtes en souffrance, ne vous arrêtez pas à ça. Ça veut dire qu'il y a probablement autre chose. Pour l'hypersensibilité, c'est la même chose. C'est une étiquette. Ne vous arrêtez pas à ça. Surtout que dans cette étiquette-là, on y met beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, notamment, on en parlait tout à l'heure un petit peu, l'hypersensorialité. S'il y a une hypersensorialité, je vous invite à aller creuser notamment la question des troubles neurodéveloppementaux, parce que l'hypersensorialité, c'est quand même très souvent en lien, et ça peut être emmerdant en plus au quotidien, donc là, il faut aller chercher des solutions. Il faut aller creuser ça, parce que si vous restez avec cette idée que c'est un trait de caractère à vie, bah, malheureusement, c'est nul, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des solutions pour plein de choses, donc allons creuser. Pour le HPE, c'est même pas une étiquette, en fait, ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de données là-dessus. Je suis un peu désolé pour vous, on ne peut pas vous donner plus d'infos sur ça. C'est vrai que c'est des concepts. C'est une info en soi de dire qu'il n'y en a pas. Hein. Oui, voilà, c'est pas un concept qui existe en soi, du coup, d'un point de vue scientifique, quoi. Mais je ne sais même pas qui a lancé ce je connais pas bien, mais ça a eu moins d'essor aussi. Ouais. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à réagir s'il y a des concepts, vous posez des questions. Là, on a fait sur des concepts précis, mais on aurait pu le faire sur des prises en charge spécifiques aussi, qui n'ont pas de validité. Il y a plein de courants de prise en charge qui malheureusement n'ont pas de données scientifiques sur leur efficacité. On espère que cet épisode vous a pas trop heurté si vous pensiez que vous étiez HPI ou hypersensible. J'espère que vous aurez compris que ce n'est pas un épisode qui dénie votre ressenti ou votre souffrance. Parce que la souffrance, elle est réelle. Et c'est ce qui a conduit les chercheurs à faire des erreurs, justement en prenant en compte cette souffrance et en essayant de trouver une solution à tout prix pour, je sais pas, pourquoi d'ailleurs. Mais non, mais donc si vous souffrez, déjà ça c'est réel. Non, mais personne n'est là pour... personne n'a le droit de remettre en question votre ressenti dans tous les cas. Il y a certainement des solutions et il faut aller voir des gens qui s'y connaissent un peu. J'ai envie de vous dire... J'espère que vous allez bien, que vous apprenez des choses, que ça a été toujours aussi intéressant pour vous. Et, on remercie Alice pour le montage de cet épisode. On vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, à très bientôt. C'est bientôt la fin de la saison 1. On compte un peu petit à petit là. On fera un épisode de fin un petit peu exceptionnel. Enfin, exceptionnel, pas dans le sens grandiose, mais plus dans le sens qui change un peu, quoi. On va pas non plus vendre des trucs qu'on va pas faire. Mais voilà. Bon, prenez bien soin de vous et à bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.